Bon, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mouloud Boukala, je suis professeur à l'École des médias à l'Université du Québec à Montréal. Je suis spécialiste des questions d'autoreprésentation du handicap et ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis content d'intervenir aux côtés de Caroline Moxion et de Arbi Chouik. Et donc aujourd'hui, pour la présentation, pour le lancement de ce magnifique numéro, je tiens d'abord à commencer par des remerciements. Je tiens à remercier toute l'équipe de la revue Inter Actuelle, notamment Geneviève Roy et Geneviève Fortin, pour ce magnifique numéro. C'est un numéro de revue, ça prend du temps, ça nécessite des efforts, vous déployez des efforts sur un temps assez long, ça a pris 2 ans pour le réaliser. Et on est extrêmement content, on a des retours assez élogieux du numéro. Et physiquement, il ne reste plus beaucoup de copies. Donc il en reste 34 copies sur 600. Donc ça va être un numéro collector. Donc je vous invite à vous procurer une copie papier. Donc là, pour la présentation d'aujourd'hui, on avait prévu quelque chose autour d'étudiants pas spécialisés dans le champ du handicap et de la sourditude. Donc je revenais assez rapidement sur certaines notions moi, du handicap pour familiariser tout le monde. Et puis après, je faisais quelques présentations d'articles au sein du numéro. Est-ce que ça vous va comme modus operandi? On enchaînerait après avec Arbi et puis Caroline et on ferait une période de questions, commentaires, réponses. Donc sur les approches du handicap et certaines notions clés en lien avec le handicap et la surditude, il y a différentes approches du handicap. Une des approches les plus communément abordées, utilisée et qui est toujours en vigueur dans certaines institutions à l'heure actuelle, c'est l'approche médicale du handicap. Donc là, on est au sortir des guerres avec toutes les personnes amputées qui ont des prothèses et on est vraiment dans quelque chose où on restaure l'ensemble des fonctionnalités physiques de la personne. Et derrière la réadaptation sociale, on passe par une réadaptation fonctionnelle. Le propre de ce modèle, c'est que c'est un modèle de compensation des handicaps et c'est un modèle centré sur l'individu. Ce modèle, on considère souvent l'individu comme quelqu'un à traiter et à guérir. Et puis, dans ce modèle médical du handicap, la personne handicapée est définie par son handicap. Elle est souvent associée à quelque chose lié à de la difficulté, à de la souffrance, et on doit réparer, fixer les conditions corporelles ou mentales de la personne. Ce modèle médical du handicap est fortement critiqué, il est jugé capacitiste, je reviendrai sur le terme, par rapport aux personnes, par les personnes concernées. Face à ce modèle médical du handicap, à partir des années 70, on le critique, notamment les mouvements des personnes handicapées. Donc, à la suite des mouvements des droits civiques, notamment les personnes afro-américaines et les femmes pour mettre fin à la ségrégation raciale et aux inégalités entre les genres, il y a le mouvement des personnes handicapées qui se développe et eux qui insistent sur le fait qu'elles sont exclues de la société, pas de manière individuelle en lien avec leur handicap, mais c'est la société qui les exclut. Et donc, ils développent un modèle social du handicap. Le modèle médical du handicap, il était individuel. Là, on est sur un modèle intersubjectif, social et environnemental. Et environnemental, étymologiquement, c'est ce qui entoure la personne. Et donc, c'est aussi bien du physique, de l'architectural, du communicationnel, du social et autres. Et donc là, on ne va plus mettre l'accent sur l'individu, mais on introduit la notion de situation de handicap, qui est la situation handicapante que rencontre l'individu dans un contexte particulier. Donc ça, c'est l'image qui revient souvent, qui est souvent mobilisée, une vision d'une situation de handicap architecturale physique. J'étais à Lyon 2. En février, j'étais prof invité, puis je prenais plein de photos. Et il y avait celle-là, mais tout le long c'est l'entrée de l'université. Pour accéder à l'université, donc vous avez des escaliers ici, et puis ici, vous avez un danger. Et l'autre entrée, ils avaient comme mis un plan incliné, et il n'y avait pas de porte-poussoir. Donc tu prenais le plan incliné, tu arrivais, mais tu ne pouvais pas rentrer dans l'université.
L'idée du modèle social du handicap, c'est qu'il a comme une visée politique, avec une ambition de transformer la société. Le modèle social du handicap, il est important, il est intéressant parce qu'il a donné lieu à un champ d'études, les études sur le handicap, qui s'est également développé en études critiques sur le handicap. On passe d'une réalité tragique individuelle à une problématique sociale et politique. Et puis l'autre point important, c'est qu'autrefois, c'était toujours des personnes capacitées qui travaillaient sur ou avec des personnes dites en situation de handicap. Et là, il y a un renversement des postures, un renversement des rapports asymétriques entre les chercheurs capacités et les enquêtés ayant des incapacités. Donc modèle médical, modèle social, et puis il y a également d'autres modèles qui sont nettement plus présents dans ce numéro. Je pense au modèle affirmatif du handicap. Là, le handicap est plus vu du tout comme quelque chose de stigmatisant, de pathologisant, de tragique ou autre, mais comme quelque chose de positif à valoriser. Donc une appartenance positive à valoriser, là je cite, il s'agit essentiellement d'une conception non tragique du handicap et des limitations qui englobe des identités sociales positives, individuelles et collectives pour les personnes handicapées qui sont fondées sur les avantages des modes de vie et des expériences de vie des personnes handicapées. Donc on retrouve ce modèle affirmatif ou des modèles socio-subjectifs du handicap plus présents notamment dans la littérature et les milieux artistiques. Là je vous avais mis une slide mais je peux passer. Quelques notions en lien avec les études critiques sur le handicap. Les notions de racisme, de sexisme, de classisme sont assez connues. Et il y a deux notions qui sont importantes à connaître, c'est le capacitisme et l'autisme. Le capacitisme, c'est un système d'oppression envers les personnes dites handicapées, où là, la norme étant la personne valide, la personne en situation de handicap est alors considérée comme inférieure, hors norme, anormale, et ayant moins de valeur que les personnes valides. En France, vous avez le terme employé, c'est plus le validisme, mais il est plutôt refusé au Québec, pas moins employé parce que ça ferait d'un côté les valides et de l'autre côté les invalides. Donc là, on insiste plus sur personnes capacitées et personnes autrement capacitées ou alter capacitées pour faire un lien avec le titre du numéro. Là, je vous ai mis une installation de Gaëtan Cummings qui a produit un article dans le numéro où elle revient sur le capacitisme est une forme de discrimination ou de jugement défavorable contre les personnes vivant avec un ou des handicaps. Le système de valeurs capacitistes, fortement influencé par le domaine de la médecine, place la personne capable, sans handicap, comme la norme sociale. Les personnes qui ne se conforment pas à cette norme doivent tenter de s'y conformer. Dans ces systèmes de valeurs, le handicap est une erreur, un manque, un échec, et non pas une conséquence de la diversité au sein de l'humanité. Les personnes sourdes, je reviens juste sur les appellations, elles se définissent comme une minorité culturelle et linguistique, avec, donc, elles ont une culture propre, et puis une langue propre ou des langues propres, la langue des signes. Et il y a une diversité de langues des signes, la langue des signes française, LSF, la langue des signes québécoise, LSQ, les langues des signes autochtones. Et pareil, il y a un terme qui est plutôt peu employé, c'est le terme de surdité, qui est un terme issu du champ médical qui renvoie à l'état audiologique. Et là, en revanche, on préfère le terme de surditude qui a été développé par un chercheur sourd, Padillad, en 2003, où on n'insiste pas sur le terme médical, mais sur le fait, la position existentielle, le fait de vivre comme une personne sourde. Et pareil, on a vu le capacitisme, l'audisme, c'est le même système normatif, le même système d'oppression que vivent les personnes sourdes, où on valorise toujours les personnes entendantes et leur façon de vivre au détriment des personnes, au détriment d'une diversité de langues des signes. Donc ça, c'est une citation de Véronique. Après, je passe rapidement. On arrive sur le numéro, donc numéro 143 de la revue Inter. Il y a plusieurs articles, c'est très riche et varié. Et donc, dans cette idée, l'idée du numéro, c'est qu'on ne voulait pas insister sur les situations de handicap, mais on voulait mettre l'accent sur des situations de création.
par des personnes premièrement concernées. Et puis, on voulait exploiter quoi, interroger quoi? Les rapports de l'art au corps, aux espaces, aux temporalités. Creep time, on pourrait le traduire par temporalité handicapée. On prend un temps différent pour réaliser des œuvres d'art ou d'autres choses. On s'interroge également à tout ce qui relève de la sensorialité et des mobilités. Et ce qui est intéressant dans ce numéro, c'est la diversité. La diversité à la fois formelle, corporelle et communicationnelle. Vous avez des articles en français, en anglais, et puis un poème, une performance en langue des signes. Vous avez aussi bien du dessin, de la bande dessinée, de la photographie, de la danse, de la vidéo, de la sculpture, de la peinture, de la poésie, et puis des courts-métrages. Là, je reviens rapidement sur une performance corps contre corps de Nicola Fornoni et de Stefania Zorzi. Donc, il y a un article sur cette performance, sur Nicola Fornoni et ses différentes performances. Et là, ce qui est intéressant, c'est la rencontre entre deux corps. Donc, l'article est signé Silvio de Gracia. Donc, je cite, « L'homme et la femme sont assis, nus face à face, et ils frottent leur corps, poitrine contre poitrine, corps contre corps. Ils continuent ainsi pendant des heures, mettant en scène un dialogue entre deux opposés, entre deux anatomies distinctes qui se reconnaissent, qui entrent en contact et qui se distinguent de la normalité imposée par la société. Corps contre corps est un mélange d'amour et d'acceptation de l'autre de manière intime et naturelle, une acceptation de l'autre en tant qu'altérité. » Et ce qui est intéressant par rapport à cette performance, c'est aborder la question de l'intimité, de la sexualité. Aujourd'hui, on parlerait de santé sexuelle, qui est un aspect, un champ qui a été peu traité dans les études sur le handicap. Pendant énormément d'années, il y avait vraiment des postures dichotomiques entre d'un côté, ce sont des anges, ils n'ont aucune sexualité, et de l'autre côté, les anges, c'était le point de vue des parents. Je caricature rapidement, et le point de vue des intervenants, ils et elles ont eu une sexualité débrûlée. C'était l'article de Gianni, fondateur. Toujours sur l'œuvre de Nicola Fornoni, ce qui est intéressant par rapport au numéro, c'est que c'est pas parce que ce sont des personnes premièrement concernées qu'elles vont toujours aborder une esthétique liée au handicap ou aborder la question du handicap. Et là, avec ce travail-là, on aborde plus la question écologique. Performance de 2 heures qui traite de la fin des ressources de la planète à travers une image apocalyptique où l'on perçoit son corps en résistance dans l'environnement inquiétant d'une carrière abandonnée. Nicolas respire dans un verre qu'il tient avec sa bouche. La sensation d'étouffement se fait sentir, le même étouffement de la planète sans eau et dont l'air devient irrespirable en raison des actions irrationnelles des hommes. Au sein du numéro, on a également un dialogue entre Alegria Corbeil avec Caroline Schub. Du 2 juin au 15 juillet, l'artiste Caroline Schub présentait une série de travaux étant dans ses mots une archive non autorisée de sa maladie chronique à l'espace Maurice, une galerie appartement de Thio Tiake Monyang de Montréal. Pendant les mois précédant cette exposition commissariée par Marie Ségolène, je tente d'apprendre avec la pratique de Caroline. L'artiste et moi partageons des textes et des réflexions. Ce texte est issu de cet échange. Il pointe vers des possibilités de solidarité entre malades folles. C'est un acte d'amitié. Donc il y a un échange vraiment stimulant entre les deux artistes, ponctué de photographies et d'installations et de commentaires sur ces photographies, notamment en termes d'identification, qui est vraiment intéressante. Donc, je ne prendrai pas toute la lecture, mais je vous invite à lire la présentation. Elle officie plus comme sous forme d'un teaser qu'autre chose. Okay. Je ne passe pas tout le numéro, mais je passe certains éléments. Donc on a vu une diversité formelle, communicationnelle, une diversité aussi des processus créatifs. On a une écriture dialogique, c'est ce qu'on vient de voir, de l'auto-représentation, on y reviendra, de l'archivage, de la performance, de la réappropriation de son corps en clipant des images, on y reviendra avec Caroline, de l'installation inclusive, de la co-création, ou encore du tressage. On aborde à la fois de l'art corporel, conceptuel, le mad art, le creep art,
l'art sourd, l'art situé ou encore l'art inclusif. Et ce qui est intéressant par rapport à ce numéro, qui s'intitule Art, Alter-Capacité, c'est qu'on a un changement, un tournant en termes de terminologie, d'appellation et en termes de modèles. Les modèles médicaux et social du handicap sont de plus en plus délaissés. On développe de plus en plus de modèles affirmatifs ou des modèles où les dimensions subjectives, perceptives et incarnées sont revendiquées et valorisées, et pareil pour les appellations. Il est question de diversité fonctionnelle, de diversité capacitaire, d'art alter-capacité, d'altersensibilité. On a un renouveau des terminologies de plus en plus et des épistémologies en ce moment en lien avec le handicap et la sourditude. L'autre point, ces pratiques inter et ou indisciplinaires s'avèrent politiques et éthiques. J'ai mis indisciplinaire parce qu'il y a un article assez décapant et assez rafraîchissant d'un collectif qui s'appelle DC Art Indisciplinaire, qui revient sur les normes, les enjeux en lien dans le milieu de l'art. Et c'est pas pamphlétaire, mais c'est décapant. On va le formuler comme ça, et c'est très critique. Et l'autre point qui est intéressant également, on remet en cause les normes de beauté, de corps hégémonique, on vient de le voir. Il y a tout un point qui est important, c'est sur l'équité des conditions d'exercice de création. C'est bien beau de parler de liberté d'expression ou de liberté de création, s'il n'y a pas les conditions propices, qu'elles soient matérielles, inclusives, accessibilité et autres, il y a peu de possibilités de création. Et quand je marque conditions propices, là j'ai mis matériel, accessible, accessibilité des fonds pour obtenir des subventions et autres. Donc là, c'est une œuvre d'un collectif, l'automobile aux contraventions. Donc Guillaume Dufour-Morin signe un article sur la fenêtre, un centre d'immersion aux arts. Et là, c'est pour sensibiliser les personnes aux places réservées, aux personnes dites handicapées ou dites à mobilité réduite, qui sont souvent empruntées par d'autres. Là, moi j'ai écrit un article sur un organisme qui s'appelle Les Impatients. C'est un organisme à Montréal, autrefois appelé la Fondation pour l'art thérapeutique et l'art brut du Québec. En 1999, ils se nomment Les Impatients parce que les personnes sont impatientes d'aller aux ateliers. Et donc ce sont des ateliers et différentes formes d'art proposées, mais c'est le seul à Montréal qui propose des ateliers de bande dessinée. Ça a été développé par Lynn Gamache et ça a été repris par Cyrix, où on propose à des personnes vivant avec des enjeux de santé mentale de dessiner, de faire des bandes dessinées. Au début, dans les premiers, il y a eu 4 collectifs. Dans les premiers collectifs, on proposait des scénarios et c'était mis en image par ces personnes-là. Au fur et à mesure, elles dessinent leurs propres histoires. Et on voit l'évolution entre les différents numéros collectifs. Et c'est vraiment intéressant. Et là, je vous ai mis, moi, Ophélia. Il y a 4 collectifs et 3 ouvrages individuels. Donc, Ophélia de Francine Lapré et Je suis seule au monde de Félix Lavigne. Donc ça, c'est Francine Lapré. Elle fait des bandes, des strips avec 3 cases. Et Félix Lavigne signe toujours des pages complètes avec 6 cases. Et ce qui est intéressant chez Félix, c'est qu'il n'y a aucun décor, aucun buste n'est raccroché aux jambes, et avec une sorte d'économie de moyens, il arrive à faire passer plusieurs concepts et plusieurs idées. Et ce qu'on retrouve sur les thèmes abordés, on retrouve des enjeux liés à la santé mentale, mais pas uniquement. Les thèmes abordés sont assez variables. Ça peut être le travail, ça peut être l'amour et autres. Ça, c'est une œuvre de Gaëtan Cummings. Souvent, comme on l'avait dit, dans les approches médicales, on avait une vision tragique du handicap. Et là, Gaëtan propose une œuvre, Good Mood fait partie du cercle, où elle propose vraiment une vision positive du fait d'être, de se déplacer avec un fauteuil roulant. Et là, elle le colore, elle
il y a une dimension de joie qui est mise dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que son œuvre d'art est reproduite à une autre échelle, pour que les personnes aveugles puissent le toucher. Il y a aussi un autre article qui est intéressant, qui porte sur... Donc là, on mobilise quelque chose qui relève de la photographie et du court-métrage documentaire. C'est le travail de Rick Miller, Geneviève Thibault et Jules Koustachine. Donc à l'été 2018, accompagné de la cinéaste Jules Koustachine et de l'artiste Geneviève Thibault, Rick Miller se laisse porter par le courant et retourne dans sa région natale de la Gaspésie, se laisse porter par le courant parce qu'il y a des images où il se photographie dans une rivière. Où enfant, il a souffert d'une dépression sévère, il souhaite comprendre. Rick Miller souhaite, à travers ce projet de création qu'il a lui-même initié, contribuer à une plus grande acceptation du mad art en tant que genre légitime. Il y a d'autres articles, mais je ne vais pas tous les passer en revue, mais je vous invite à compulser le numéro, donc, qui a une forme papier et une forme virtuelle sur Érudit. Et je cède la parole à Aaron. Ben, les deux. Debout aussi. Bon, merci beaucoup, Mouloud. Puis je vous remercie beaucoup de me donner ce plaisir pour parler de quelque chose qui me représente comme personne humaine, mais aussi faisant de cette humanité comme étant une personne en situation de handicap. Puis j'aime beaucoup le concept d'intercapacité. Puis on va voir juste tantôt qu'il y a une complémentarité et en synergie avec ce que Mouloud vient de dire. Donc moi je m'appelle Arbi Chouik. Je suis doctorant puis professionnel de recherche à l'Université Laval. Bon, en sciences de l'administration, spécialité système d'information organisationnel, bon, tout ce qui est technologie, tout ce qui est gouvernance de la technologie. Puis je travaille, parmi mes recherches, je travaille sur tout ce qui est assistive technologies, donc les technologies assistives et leur rôle particulièrement, pas seulement au niveau de l'accompagnement et de soutien des personnes, mais au niveau du bien-être psychologique, étant des technologies qui permettent l'autonomie, qui permettent l'identité ou l'appartenance, puis qui permettent aussi le renforcement de capacité. Je cite entre parenthèses la théorie de self-determination ou l'autodétermination, entre parenthèses. Puis je suis aussi en relation avec l'art. Je suis claviériste de formation, donc je joue le clavier, l'accordéon puis le clavier. En tout cas, puis je trouve que on va tantôt discuter un petit peu de le pouvoir ou les affordances ou ce que les activités de l'art, de la création, de la culture peuvent rajouter à la vie des personnes en situation de handicap. Mouloud a expliqué tantôt le handicap, puis l'a contextualisé. Et dans ce sens, si vous me le permettez, puisqu'on n'est pas nombreux, on peut discuter ensemble, si ça ne vous dérange pas. Alors, si je vous demande de me définir le handicap en un seul mot, qui veut nous dire un mot qui distingue le handicap ou qui se réfère au handicap. Un mot. Pas un million. Un mot. Frustration. Quoi encore? Un mot. Pas un million. Vulnérabilité. Vulnérabilité. Ok. Quoi encore? Biodiversité. Biodiversité. Ah. Et si on enlève biodiversité, il nous reste quoi? Diversité. Diversité. Quoi encore? Adaptation. Adaptation. Et pourquoi on fait l'adaptation?
Oui, Parce que qu'on est c'est dans pas une société biodiversifiée. Comment? Parce qu'on est dans une société capacitiste. Ouais. Et ce que vous venez de dire? Mais non, mais parce qu'on n'est pas biodiversifié. Mais je veux dire, non, Ouais. dans la société n'est pas. Oui, est-ce que, selon vous, est-ce que parce que nous ne sommes pas biodiversifiés ou parce qu'on ne reconnaît pas la biodiversité? Ben, c'est ça que je voulais dire. Dans le sens qu'on vit dans une société qui Donc, ne reconnaît si- pas la multitude. Très bien. Donc, si on dit on ne reconnaît pas, on parle de la non-reconnaissance. Quoi encore? Vous avez dit de quoi? Exclusion. Exclusion. Puis, sa bonne version, c'est quoi? La bonne version de l'exclusion? L'inclusivité. L'inclusivité. Oui, comme concept ou phénomène. L'inclusion. Quoi encore? Il y avait un mot au niveau de l'approche sociale, ou le modèle social, c'est plus de l'intégration. Puis, vous savez la différence entre l'intégration et l'inclusion? C'est que, en faisant l'intégration, on reconnaît que la personne, elle fait partie de la société, et on la met dans la société. L'inclusion est allée un peu au-delà de ça, en préparant l'environnement et cette société pour que la personne y fait partie. Bon, la question, on continue encore. Oui, le handicap, selon vous, est-ce que le handicap, c'est plus les escaliers, ou c'est plus le fauteuil roulant, ou c'est plus la personne, ou c'est plus sa frustration? Les escaliers. J'imagine que c'est l'ensemble de. Non, mais c'est sûr qu'on voudrait répondre l'escalier pour être du bon côté des choses. Mhm. Mais tout ça, c'est un mélange, dans le sens que parce que l'escalier, ça génère de la frustration. Je veux dire, c'est une situation. C'est une situation. Donc, où la personne est en train d'exercer ou avait l'intention d'exercer une habitude de vie, d'exercer un rôle, d'exercer une fonction. Et puis, elle est en train d'interagir avec les barrières de l'environnement. Résultat, frustration. Visiblement, si on regarde d'une façon plus d'interprétation, on peut voir ou on peut déduire la frustration ou la déception. Donc, Mouloud a fait le tour par rapport au modèle médical, social et affirmatif. Mais il y a aussi un modèle, le modèle de développement humain, processus de production du handicap. C'est un modèle québécois, entre parenthèses, de Patrick Fougère-Wallace, mon collègue au réseau international de processus de production du handicap. Alors, ce modèle, il est fondé, tout simplement, il est fondé sur le suivant. Alors, les facteurs personnels, les facteurs de l'environnement et l'exercice des habitudes de vie. Si les facteurs de l'environnement, sachant que l'environnement inclut l'infrastructure, ça inclut la société et la reconnaissance de la diversité et la biodiversité, ça inclut les politiques, ça inclut les lois, ça inclut la société d'une façon générale. C'est pour ça que le modèle, dans sa version originale, mais pas vulgarisé ici ou simplifié, dans sa grande version, on parle d'un niveau micro, méso et bien évidemment macro. Puis les facteurs personnels, la première version de ce modèle a mis en valeur ou a mis l'emphase sur l'incapacité, sur la pathologie et sur la perception de la personne envers elle-même et envers l'environnement. Donc, si l'interaction entre ces trois éléments est positive, on parle d'une participation sociale active. Ça veut dire, je veux aller sur scène et jouer mon instrument préféré.
Donc, je reconnais ma diversité ou ma biodiversité et je reconnais aussi, mais je veux aussi exercer ma passion de jouer mon instrument préféré. Étant une personne en situation de handicap moteur ou avec une incapacité motrice, je vais aller sur scène et puis j'ai trouvé les façons ou les mesures qui m'ont permis de monter sur scène. Je n'ai pas trouvé des escaliers qui font de même. Donc j'ai trouvé des mesures d'adaptation, des accommodements ou des mesures d'accessibilité. Ça m'a permis d'exécuter mon habitude de vie qui est jouer ou performer sur scène. Donc là, je suis en situation de participation sociale active. L'autre version, c'est que malgré ma passion, malgré mon amour envers les instruments, malgré mon amour de la scène, j'essaye de monter. On a fait nos répétitions, on a tout fait. Puis le jour de la répétition en général, c'est le jour de la veille du spectacle. La scène est trop haute, il n'y a que des escaliers. Je me sens comme un loser. Donc, là, on parle de situation de handicap. Et là, c'est pour ça que ce modèle est plus interactionniste. Donc, c'est comme une transition entre le capacitisme et l'interactionnisme. Pourquoi? Parce que les capacités de la personne sont en interaction avec son environnement. Encore une fois, en exerçant des habitudes de vie. Puis, ici, si on regarde les deux situations, la première photo, on l'a déjà vu comme étant, la personne a rencontré des obstacles ou les obstacles l'ont rencontré. Puis, là sur scène, on voit plutôt une biodiversité. On voit une certaine diversité. Des personnes sont sur scène pour performer. Donc, encore une fois, le handicap est une situation ou une conséquence de l'interaction avec la barrière qui entoure la personne. Alors, puis, les Nations Unies, au niveau de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, reconnaît que le handicap est une forme de diversité humaine. Puis, il y avait comme une discussion sur la terminologie, les mots utilisés, puis les termes utilisés. Par exemple, on dit une personne non-voyante plutôt qu'une personne aveugle, ou une personne aussi, on peut dire une personne malvoyante, une personne handicapée ou une personne en situation de handicap, une personne en situation de handicap intellectuel plutôt qu'une personne attardée ou une personne trisomique ou une personne... Donc c'est plus de la terminologie. Pourquoi la terminologie? Parce que toujours la terminologie influence la perception. Elle influence d'une part la perception publique, la perception de la société, mais aussi la perception de la personne en elle-même. Alors, et là, Mouloud a parlé aussi de l'accessibilité. L'accessibilité est, si vous voulez, c'est un pont. On ne peut pas parler d'aucune participation sans accessibilité, sans des mesures d'accommodement au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au niveau des arts, au niveau de l'emploi. L'accessibilité, elle permet à la personne d'accéder à... ici, c'était une accessibilité au niveau de Microsoft PowerPoint. Donc, l'accessibilité, c'est un élément fondamental, mais aussi transversal. Sachant que, parce que
dans la plupart des endroits, l'accessibilité est représentée en fauteuil roulant. Sachant que, avec une rampe. L'accessibilité, c'est pas seulement ça. L'accessibilité, c'est l'accès à l'information, c'est l'accessibilité de l'information. Si on parle de un livre dans une personne non-voyante qui sait lire l'écriture braille, mais elle n'a pas accès à un roman de Patrick Sénécal, puis il n'y a qu'une version avec écriture noire. Donc là, on parle d'une mauvaise interaction, on parle d'un environnement qui n'a pas été accommodé. Par contre, si ce livre ou ce roman de Patrick Sénécal était écrit en écriture braille, probablement la personne va lire, puis va imaginer, puis va surfer avec les histoires. Donc, c'est un accès à l'information, c'est un accès aux services aussi. On parle d'accès aux services, tout ce qui est prestation de services, on parle de tout ce qui est ressources, on parle de l'accessibilité aussi numérique, puis bien évidemment on parle de l'accessibilité de l'infrastructure. Alors, si, c'est pourquoi j'ai évoqué l'accessibilité, parce que c'est un élément fondamental. Pratiquement ou spécifiquement pour tout ce qui est art et culture et création, le fait d'exercer son art, le fait de performer, ça peut être considéré comme un moyen pour améliorer l'état et la santé mentale à long terme. Donc, les activités artistiques, culturelles et récréatives offrent un espace d'expression, de créativité qui peut contribuer à réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Donc, c'est un moyen pour les personnes en situation de handicap de s'exprimer. Et puis, le fait de s'exprimer, le fait d'apprendre à faire quelque chose, le fait aussi d'exercer de l'art, ça permet une certaine appartenance à la société. Puis, moi, je rejoins toujours la théorie d'autodétermination qui met 3 facteurs du bien-être psychologique, qui est l'autonomie, l'appartenance et les compétences ou le renforcement des capacités. L'estime de soi, donc le regard de la personne envers elle-même, donc la reconnaissance de la personne de la question de la biodiversité ou de la diversité, donc le fait de reconnaître que la personne, finalement, elle fait partie de cette diversité humaine qui est considérée, ou doit être considérée plutôt comme une richesse plutôt comme une pauvreté. La stimulation cognitive, donc l'engagement dans des activités artistiques, culturelles, stimule le cerveau, favorisant la créativité, la pensée critique et la résolution du problème. Encore une fois, c'est de l'enrichissement de la diversité culturelle, mais personnellement, je trouve intéressant l'aspect sensibilisationnel, l'aspect de la sensibilisation. On peut jouer sur scène ou on peut faire des œuvres qui évoquent des questions liées à la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, comme Mouloud, dans sa présentation, nous a montré quelques œuvres qui sont intéressantes. Surtout, j'ai beaucoup aimé l'œuvre sur l'intimité, puis une tendance de la santé sexuelle et reproductive. Donc, c'est un moyen de sensibiliser. Ça, c'est bon, hein? Mais vraiment, il y a un certain engagement de la part des États, de la part des gouvernements. Le document, si vous voulez, référentiel ou le cadre de référence plutôt qu'une loi, qui a été ratifié par la plupart des pays dans le monde, y compris le Canada. Le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2010. Pourquoi je parle de cette convention? Parce que c'est avec cette convention que l'Organisation des Nations Unies a commencé à faire de la pression sur les États, on appelle les États parties une fois qu'ils ratifient la convention,
a commencé d'exercer une certaine pression pour, de un, reconnaître les droits, et si je dis droits, ça veut dire les droits civiques et politiques, puis les droits sociaux, économiques et culturels des personnes en situation de handicap. Donc de reconnaître, mais de mettre en œuvre ou mettre en place les mesures nécessaires. Alors, cet engagement, selon l'article 30 de cette convention, donc l'État est engagé de garantir l'accès aux activités et produits culturels et artistiques pour les personnes en situation de handicap, et surtout avec sous un format accessible. Donc, permettre la personne d'exercer aussi, d'une part, permettre à la personne d'exercer les activités artistiques et culturelles, mais aussi permettre à la personne de voir ou d'utiliser les produits artistiques ou les services et les produits artistiques et culturels avec des formats accessibles. Donc, l'appui pour réaliser leur potentiel créatif, bien sûr, pas pour leur intérêt, mais pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt de la société, pour l'intérêt de l'humanité. Donc, pour un intérêt plutôt collectif qu'individuel. Et tantôt, il y avait une discussion sur la culture sourde, donc qui est toute une culture et toute une identité. La Convention insiste sur la reconnaissance de cette identité et la reconnaissance de cette culture. Donc, le gouvernement ou bien les États d'une façon générale, quand même, ils ont un engagement, mais cet engagement ne peut pas être traduit et concrétisé sans l'implication des personnes en situation de handicap elles-mêmes, leur organisation, ou bien aussi, c'est vraiment une approche multi-acteurs, une approche dans laquelle il y a plusieurs parties prenantes qui peuvent être impliquées pour promouvoir le droit, et c'est tout un droit qui est reconnu, promouvoir donc le droit d'accès aux activités culturelles, artistiques et créatives. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai eu le plaisir de travailler avec le Conseil des arts du Canada sur les barrières ou les défis des artistes en situation de handicap pour exercer leur métier comme artiste. Donc, puis, je vous dis avec toute transparence, il y avait le gros problème d'accessibilité. Et le deuxième problème, c'est tout ce qui est ressources financières, tout ce qui est la disponibilité des fonds et tout ça. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour votre participation et pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.